Que connaissiez-vous de ce qu'on appelait à l'époque un département d'outre-mer? Avant de partir en Algérie, je connaissais les cartes de géographie qui nous disaient qu'il y avait 3 départements français en Algérie, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable. Jusqu'à 14 ans, j'avais ni l'électricité ni l'eau courante chez moi. J'étais dans une maison isolée d'un petit village. Aucune famille n'avait de téléphone. Mon père était un poilu. Il avait refusé de porter les armes et il n'a pas été dans ceux qui ont été fusillés pour l'exemple, mais il a été muté comme brancardier, qui étaient les postes les plus exposés. On vivait très chichement parce qu'il faisait apiculteur et l'hiver, comme il n'y avait pas d'activité pour l'apiculture, donc il faisait des galoches. C'était des chaussures avec une semelle en bois. C'était l'activité. Et de père en fils, mon arrière-grand-père faisait la même chose déjà. L'instituteur de l'époque a insisté pour que je passe l'examen des bourses. J'ai pu avoir une autre bourse pour pouvoir aller au lycée d'Orléans comme interne. À l'époque, il n'y avait pas 5% de jeunes qui allaient au lycée. Les informations étaient diffusées par les journaux. Quand c'était des informations relatives à l'Algérie, oui, c'était que des informations faites par l'armée française. C'était des informations qui étaient diffusées pendant 5-10 minutes avant le film qui était projeté, quoi. Mais il fallait aller au cinéma, il n'y en avait pas partout. Et comment vous retrouvez-vous alors en Algérie? J'étais interne au lycée et je revenais quand même dans la famille une fois par mois et pendant les vacances. Et les copains qui étaient un peu plus âgés, il y en a qui avaient fait l'Algérie et on constatait qu'ils avaient beaucoup changé par rapport à ce qu'ils étaient avant de partir, quoi. Ils en parlaient? Très peu, c'est beaucoup plus le comportement qui jouait que le reste. Et puis comme je crois qu'il y a aussi un aspect qui est souvent un peu mal posé aujourd'hui, c'est que sur cette question, c'est pas que les gens ne voulaient pas en parler, c'est que les gens se rendaient compte que ceux qui revenaient avaient souffert, avaient des problèmes, n'étaient pas à l'aise et ne voulaient pas les embêter, leur créer d'autres difficultés à parler de ce qui semblait effectivement qu'ils avaient souffert pendant cette période-là. Éventuellement physiquement, mais surtout psychologiquement. Et je crois que c'est plus sur cet aspect, pour ça, qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats sur ce qui s'est passé dans ce domaine. Mais on voyait tellement de changements, c'est pour ça que je disais le film des hommes sur cet aspect est intéressant, parce qu'il évoque justement le changement de comportement de nombreux appelés qui étaient, quand ils revenaient, qui étaient complètement différents de ce qu'ils étaient avant de partir à l'armée, quoi. Parce qu'on rappelle qu'à l'époque, il y avait encore la conscription, oui. Et que les appelés étaient relativement jeunes. Hein. Ben, on partait à 20 ans, logiquement, sauf qu'on était sur Sister, et c'est justement pour ne pas partir en Algérie que je me suis débrouillé à m'inscrire à la faculté de droit en capacité de droit, simplement pour avoir un sursis et ne pas partir en Algérie. J'ai pas pu continuer longtemps, comme il y avait des manifestations pour la paix en Algérie, plusieurs reprises j'ai été contrôlé comme participant. Et à l'époque, il n'y avait pas de fichiers informatisés, c'était que des fichiers carton, donc les fichiers n'étaient pas forcément transmis rapidement. Et c'est que quand j'ai fait 14 mois de service militaire en France à Montlhéry, et quand je suis parti en Algérie, c'est là qu'il y a eu des informations qui sont arrivées à l'armée, comme quoi j'étais un élément subversif. C'est pour ça que j'ai été muté dans un régiment disciplinaire en Algérie. Vous partez dans quel esprit? On savait qu'il y avait quand même des morts, d'une part, que les gens ne revenaient pas intacts, oui. D'autre part. Et puis j'avais quand même lu la question, non pas avec le livre d'Henri Allègre qui était censuré, mais avec la version journal. Mais pour moi, j'avais l'impression que c'était une exception, quoi, mais pas une règle.
10 ans avant, c'était la Seconde Guerre mondiale. La plupart des Français ne pensaient pas que la France pouvait avoir un même comportement. À la Légion étrangère, il y avait une très grosse proportion d'anciens SNFF qui s'étaient engagés là pour échapper au jugement d'une part, et tenter d'obtenir une nationalité française pour pouvoir passer le cap, donc, et qui étaient employés avec leur parti connu. J'arrive et je n'ai pas d'affectation très précise, juste un régiment qui a toute une série d'antennes dans Alger, une dizaine de cantonnements d'Alger. J'étais un des rares de la série à avoir le bac, et m'ont proposé une affectation de secrétariat, travail administratif. Je pensais que c'était plutôt tranquille, surtout que avant d'avoir concrètement l'affectation, j'étais resté 2-3 jours dans un casernement, et il y avait eu un sergent qui allait avoir l'acquise quelques jours plus tard et qui a été tué par un attentat du FLN juste à côté du casernement. Ça a provoqué ce qu'on appelait les ratonnades à l'époque, qui était une vengeance, j'allais dire, féroce de l'armée, et tous les membres du régiment sont partis en représailles dans les maisons, etc., dans les appartements d'Alger, de Toubelcourt. Quand les soldats qui sont partis en représailles sont rentrés, ils se sont vantés des exploits. Et au total, l'addition des victimes dont ils se vantaient, c'était plusieurs centaines de victimes. Chacun allait venger son copain. Mais c'était aussi la pratique, je sais pas, c'est pas le mot exact, mais la conception de tout Algérien devait se sentir menacé en insécurité en permanence à ce moment-là. Un Algérien n'avait pas le droit, en fait, d'être... il était obligatoirement soupçonné d'être sympathisant du FLN, quoi, et d'être un danger, d'être un suspect, quoi. Donc, vous sortez d'Alger à ce moment-là? c'est là que je découvre un des aspects de la différence entre un département français, la conception des rapports entre les Européens et les autochtones. Je découvre aussi qu'un autochtone, on ne le vouvoie pas, on le tutoie avec un tutoiement qui est de supériorité, comme on donne un ordre à un chien ou à un enfant. Est-ce que vous prenez à ce moment-là la mesure et vous vous demandez ce que vous faites là? Oui, non, compte tenu de des échos quand même, c'était en 61, donc la guerre, ça faisait plus de 4 ans, plus de 7 ans presque que ça durait, donc il y avait quand même des échos sérieux. Avant de partir, j'avais pas l'impression que ça pouvait être aussi stressant, aussi grave, aussi monstrueux que ça l'était dans la réalité. Ça a été aussi poussé par l'encadrement, par les officiers, et c'est eux qui font la loi, en fait. C'est pas les appelés, il y a quelques appelés qui arrivent à être sous-officiers, mais pas beaucoup, et qui n'ont pas beaucoup de responsabilités. Ils dépendent des officiers qui sont essentiellement de carrière, quoi. Donc, dont un certain nombre avaient fait déjà l'Indochine, avec tout ce que comporte la déception d'avoir abandonné l'Indochine. Les officiers, pour eux, il fallait à tout prix, par tous les moyens, garder l'Algérie française. Vous évoquiez tout à l'heure les problèmes d'insécurité et de crainte, c'est qu'il y avait les deux aspects. Il y avait le FLN d'une part, et il y avait l'OAS qui était très actif dans ce moment. Et j'ai un souvenir justement de ce couvre-feu, c'est qu'en tant que militaire, dans mes fonctions soi-disant administratives, j'avais aussi la fonction de chauffeur de l'officier. Et dans une période de couvre-feu, j'emmenais l'officier on était avec deux jeeps, et on s'est fait arrêter dans la période du couvre-feu par un commando de l'OAS. Qui se posait la question, est-ce que c'était des militaires, est-ce que c'était un commando du FLN ou autre qui intervenait. Et eux, ils allaient poser des bombes, etc., des plastiques. Et on a été arrêtés par eux avec quelques craintes que... Vous en sortez comment, ce jour-là?
correctement, je sais pas, ils ont menacé, mais comme il y a un des officiers qui semble apparemment qui avait des contacts ou autres avec là, ça n'a pas été plus loin qu'ils reconnaissent que c'était bien des militaires, qu'ils laissent passer, et eux sont partis discrètement. Ça, c'était un des... Et moi, l'insécurité était en permanence. J'évoque aussi dans mes témoignages et souvenirs, j'avais une sœur qui travaillait chez un gars qui était originaire d'Alger, qui avait sa famille, ses parents à Alger, et qui était en très bon terme avec lui. Hein, et m'a dit, quand tu seras à Alger, ben, tu vas voir mes parents, ça te permettra de décontracter, de passer une journée agréable. Donc je pars. Et on ne pouvait pas partir de la villa sans être en uniforme, mais j'avais quand même dans mon pactage des habits civils, et aux premières toilettes du boulevard Bru, vous êtes changé, oui, parce que sortir en tenue militaire, vous exposez, vous. Tout seul, surtout tout seul. Tout seul, oui. En groupe, il y avait moins de risques, mais tout seul, c'était super dangereux. Surtout notre régiment qui était super connu pour être très féroce, quoi. Le 584e bataillon de marche du train, BMT. Et vous allez rendre visite à cette famille? Et ben, du coup, je n'y suis pas allé parce que quand dans ces toilettes publiques, il y a un jeune Algérien c'était peut-être sans doute son premier tentative d'attentat, m'a braqué un pistolet sur la tempe, mais le coup n'est pas parti. Donc vous avez été quitte pour une grosse prière quand même, ouais. Très grosse, parce que je lui ai foncé dessus, il est parti vite, mais j'avais peur qu'il ait d'autres balles et qu'il puisse... Vous prenez conscience à ce moment-là, Monsieur Pouillot, que vous pouvez mettre votre vie peut être en danger? Je l'avais déjà bien avant. C'est pas ça. Je veux dire, en permanence, on était... C'était une telle insécurité en permanence qu'on n'avait pas de... qu'on vivait toujours sur le qui-vive. Même là, quand je partais dans ce cas-là, je regardais toujours à droite, à gauche, derrière, j'étais suivi ou pas. On pouvait, même en étant en petite patrouille de quelques personnes, jamais on marchait comme ça. Il fallait toujours surveiller à droite, à gauche, devant, derrière, s'il n'y avait pas de risque d'attentat. À cette époque-là, dans les archives de Vincennes que j'ai pu consulter, dans ce quartier de Bellecour, Clos Salandier... Qui était un quartier très populaire, qui l'est toujours d'ailleurs. Oui. La moyenne, c'était 7 attentats par jour. Donc presque la moitié des attentats de l'OS. Il y avait presque autant d'attentats. C'était en gros 4 attentats FLN et 3 attentats OS. Rien qu'une partie d'Alger. J'ai découvert la réalité de la torture puisque j'ai été affecté en définitive à la villa Suzini, qui a été le seul centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie. Les autres centres de torture comme l'école Sahraoui ou autres n'ont fonctionné que quelques mois ou quelques années. La villa a fonctionné tout le temps. Et entre autres, pendant la bataille d'Alger, c'était Le Pen qui était responsable de la villa Suzini. Et c'est là que je découvre que c'est un centre de torture, quand j'arrive, quoi. Oui, de villa, il n'avait que le nom, parce que c'était une villa, de toute façon, c'était une villa. Une magnifique villa. Qui existe toujours, hein. Vous êtes retourné, je crois. Ouais. En 2001, quand il y a eu le débat qui s'est vraiment développé en France, et après les interventions de Gueulette et Guilaris, France 2 a voulu faire un documentaire sur le thème des viols. Un des aspects très importants de cette guerre d'Algérie qui n'ont pas été assez évoqués, à mon avis. Les viols, surtout des femmes, mais aussi des hommes, liés à l'aspect de la culture musulmane connue par l'armée et qui était utilisée justement pour ça, comme élément de torture fondamental, quoi.
Et donc, en 2001, quand la France a voulu faire ce documentaire, j'ai été sollicité pour aller là-bas. Et c'est là que j'ai beaucoup noué avec Louisette Guilares, que j'avais juste à peine rencontré avant, mais que j'ai rencontré largement là-bas, avec qui je continue à avoir des liens réguliers. Une femme algérienne à l'époque, si elle était violée, elle n'était pas simplement victime, elle était considérée comme coupable. C'est l'exemple de le summum, la maman de Mohamed Garn qui s'est réfugiée dans le cimetière de Biar. Et pendant ce témoignage qu'on a fait à Alger, la maman de Mohamed Garn n'a pas voulu sortir du cimetière, elle a juste répondu aux questions à travers la porte aux questions de la journaliste. Au-delà de la torture physique, c'est la torture psychologique. Psychologique, oui. Qui est plus que psychologique, à mon avis, Louisette en parle peu, mais son fils, depuis qu'elle a témoigné publiquement, ne lui parle plus. Il aurait fallu qu'elle se taise, en fait, c'est ça? Ouais. J'ai assisté à ce séjour à Alger. On rencontrait à l'hôtel Saint-Georges à Alger toute une série de moudjahidines et Louisette s'est fait enguirlander comme c'est pas possible parce qu'elle avait parlé, elle avait évoqué qu'elle avait été violée. C'était très dur comme. Aujourd'hui encore, on se rend compte que même si la parole s'est libérée, certains témoins n'osent pas raconter ce qu'ils ont vécu. J'ai fait ce petit livre en forme de fiction. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais des responsabilités au MOAP à ce moment-là, et on recevait, dans les permanences, on a reçu un jeune, pas tout jeune d'ailleurs, algérien, qui venait parce que, pour qu'on essaie de l'aider à avoir des papiers français. Or, ce gars, il a découvert à 40 ans, en gros, qu'il était fils d'un Français. En fait, sa mère était sans doute en permanence gardée au casernement, et elle a servi de... elle a eu ce fils. Et elle est décédée, il avait 2 mois. Ouais. Et la sœur de sa maman, sa tante, qui l'a récupéré sur son livret de famille et qui l'a mis comme son fils. Et il avait toujours eu des doutes parce qu'il n'y avait pas 9 mois entre les naissances de ce frère. Donc il y avait eu des doutes. Mais où ça s'est compliqué, c'est quand, dans les années noires, il s'est trouvé défenestré par un commando du fils. Il n'a pas compris du tout à ce moment-là. C'est quelques années après, au moment où sa tante, enfin sa mère adoptive, lui a expliqué ses origines, ses vraies origines, quoi, qu'il a compris cela. Et c'est pour ça que ayant eu l'écho de Mohamed Garn, il a pensé qu'il pouvait venir tenter d'avoir des papiers français pour ça. Mais comme il n'avait qu'un nom phonétique de son père, pas le truc précis, il a tenté d'aller à Pau au service pour tenter de le retrouver, mais on l'a jeté proprement parce qu'il n'avait aucune raison, j'allais dire, officielle de pouvoir consulter les fichiers de l'armée. Il a disparu, et donc j'ai fait sous forme de fiction. Il est rentré sans doute en Algérie, et j'ai fait sous forme de fiction à partir de ça, en expliquant ça. Mais des Hamed ou des Mohamed Garn, il y en a beaucoup. Et y compris quand il y a eu des viols, des perquisitions de l'armée où il y a eu des viols sur place dans l'appartement, il est fort possible qu'il y ait eu des naissances liées à ça qui n'ont jamais été répertoriées comme telles, quoi, qui ont été considérées comme la naissance naturelle avec le père logique de la famille, quoi.
Vous êtes jeune, hein, vous avez une vingtaine d'années, donc de la torture, vous ne connaissez rien. Mais... J'ai quand même connu un peu la Seconde Guerre mondiale. À 7 ans, j'ai porté des paniers pour les résistants qui étaient dans le maquet côté, quoi. J'étais surveillé par des adultes, mais pour que les Allemands ne repèrent pas trop, etc. Et puis j'avais la mission, j'allais porter le panier pour mon oncle qui était dans les champs là-bas, quoi. Donc, et ces problèmes de la Seconde Guerre mondiale et des tortures, etc., c'est quelque chose dont j'ai entendu parler donc très jeune et qui m'a marqué, quoi. Les Allemands, quand ils sont passés pour les réquisitions, là, j'ai le souvenir des brutalités des Allemands pour réquisitionner des œufs, des fruits, etc., quand ils se passaient, quoi. Une petite anecdote. Je vous en prie. Quand un jour ils sont passés récupérer des fruits, et c'était l'été où il y avait des pêches, tu vois qu'on avait des pêches à la porte de la maison, et qui prennent, ils veulent en manger une, ils ouvrent, il y a une perceresse dedans. Ils ont pensé que mon père avait mis volontairement la perceresse. Et ils l'ont giflé parce que à cause de ça, quoi. En pensant que mon père avait volontairement mis des percereilles dedans parce qu'ils allaient perquisitionner les fruits, quoi. Donc ces périodes de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est un souvenir aussi que j'ai de concret, quoi. Qui revient à votre esprit quand vous vous retrouvez en Algérie, que vous comprenez ce qui est en train de se passer dans cette villa Susili? Je le découvre rapidement, parce que pour moi, je venais pour le secrétariat, etc. Et c'est là que ma tâche fondamentale, c'était de faire des fiches, parce qu'à l'époque, c'était donc que des fiches cartonnées. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un d'arrêté, soit on regardait si on avait dans l'immense fichier, c'était un fichier qui faisait au moins plus que ce mur-là, quoi. Avec des petites cases, un peu comme pour mettre des CD aujourd'hui, quoi. Où on avait des milliers de fiches cartonnées qui étaient classées selon les noms ou selon les quartiers d'Alger, etc. À la villa, c'était presque le fichier central de toutes les arrestations qui avaient eu lieu à Alger depuis des années, quoi. Vous avez vu des gens? Je n'ai pas de souvenirs de personnalités importantes à ce moment-là, quoi. C'est pas... Et les tortures, si vous êtes enclin à en parler, elles étaient de quelle nature, M. Pouliot? Il y avait essentiellement l'eau et l'électricité, quoi, surtout. Il y avait plus les viols. Oui, parce qu'on rappelle qu'à la Villa Susili ont transité des prisonniers hommes et femmes. Oui. Des Français, des Algériens? Pas d'Européens. Non, il n'y avait que des Algériens d'origine, quoi, que des autochtones. Il n'y avait aucun Européen n'était là. Ceux qui étaient arrêtés, je crois, ils étaient à la Grande Poste, au quartier général de l'armée, mais pas là. Il n'y avait que des Algériens d'origine, quoi. Vous imaginez à un moment essayer de vous révolter ou d'intervenir? Qu'est-ce que vous avez matière à faire quand vous comprenez ce qui se passe dans cette villa? Je le découvre qu'au bout de 3 jours, quoi, parce que nous, dans les 2 jours qui viennent. Mais vous entendiez des choses, vous doutez qu'il se passait des choses? Alors, peut-être, je me souviens plus précisément le délai, etc., mais ça n'a pas été instantané. Et puis, oui, puis vous êtes classé en plus comme pas un insoumis, mais quelqu'un dur à cuire, donc j'imagine que voilà, on va pas vous faciliter la tâche. Comme ceux qui étaient arrêtés, qui étaient enfermés, ils étaient dans la cave qui était
qui était découpé en petites cellules de 2 mètres sur 2 mètres, quoi, en gros, quoi, dans lesquelles il pouvait y avoir 2-3 personnes en même temps, quoi. Et même à dessin, il y avait souvent des femmes et des hommes mélangés dans la même cellule. Qu'est-ce que vous dites quand vous vous retrouvez là et que vous comprenez ce qui se passe? D'une part, je me réfugie devant mon affectation d'être sur le plan administratif et non pas pour pratiquer la torture, d'une part. Alors, je suis obligé de temps en temps d'aller dans la salle pour prendre des notes, mais sur ce qui va être dit, mais pratiquement c'est tout. Et puis, on me laisse tranquille, même quand il y a des femmes qui ont été arrêtées que pour être l'assouvissement sexuel. Moi, je me suis réfugié devant le fait qu'il y avait une fiancée en France et que je n'avais pas envie de la tromper avant. Et donc, comme il y avait beaucoup de candidatures, ça passait, quoi. Il y a 2 choses qui sont très peu évoquées en France aujourd'hui, qui sont pourtant colossales. C'est les villages rasés au napalm et c'est les camps de regroupement. C'est un tel enfer qu'ils ont vécu. Faut pas oublier que le rapport Rocard, qui est un rapport officiel, qui a été publié en 1959, il évoquait déjà à ce moment-là au moins 200 000 morts dans ces camps. Et, compte tenu des conditions, c'est un quart de la population algérienne qui a été rurale, qui a été enfermée dans ces camps. On rappelle, M. Pouilleux, à quel titre, quelle est la genèse de ces camps de regroupement à l'origine? C'est pour empêcher que le FLN ait les relais de nourriture et d'hébergement dans la campagne et puisse intervenir l'aide de la population rurale. C'était l'objectif avancé, quoi. Les gens sont sortis de leur village et se retrouvent effectivement ni plus moins que dans des camps d'enfermement. Oui, tout à fait. Moi, je dis que c'est des camps d'internement qu'on a baptisés camps de regroupement, quoi, mais pour pas dire internement, quoi. Et donc, il y a ça, et les villages rasés au napalm. Les historiens algériens évoquent entre 600 et 800 villages. J'ai visité le village de Zahatcha, près de Constantine, quand je suis retourné là, en 2004, et j'ai ramené. Quand on se promène dans le village, dans les ruines de ce village, par terre, on retrouve des éclats des bombes au napalm. J'en ai ramené un que j'ai chez moi à Trappes, qu'on ramasse par terre, aujourd'hui encore. Et c'était 800 habitants dans ce village qui ont été restés dès décembre 1954, dès le début. Le napalm qu'on avait déjà utilisé précédemment en Indochine. Et on peut évaluer à 300 ou 400 000 morts, à mon avis, brûlés au napalm, et qu'on n'évoque pas. Enfin, qui n'est toujours pas reconnu comme crime dans ce domaine. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète doublement, c'est que Macron, par exemple, est en train de réhabiliter complètement l'OAS. En 2021 et 2022, pour le 26 mars, l'anniversaire de la manifestation du 26 mars, en 21 et en 22, il a fait déposer une gerbe, et la ministre des Anciens Combattants était présente à déposer une gerbe en 2021, pas en 2022. C'est pas une erreur, c'est une falsification délibérée. Parce que le 26 janvier dernier, en 2022, il a invité à l'Élysée toute une série de descendants d'Algérie qui ont des liens étroits avec l'Algérie, et il a évoqué cette manifestation du 26 mars, et il a oublié
je mets beaucoup de guillemets à ce mot oublié là-dessus, la présence du commando de l'OAS qui a tiré sur la troupe ce jour-là. Donc, et il a fait, donc c'est quelque chose de délibéré. Et il a accusé la troupe française d'être responsable des 70 victimes. Or, s'il n'y avait pas eu le commando, la troupe n'aurait pas réussi. Quand j'ai consulté les archives de Vincennes, j'ai fait la copie du plan qui figure dans les archives de la position de ce commando, avec la position des fusils mitrailleurs, des pistolets mitrailleurs, etc., qu'on tirait sur la troupe. Donc moi, j'ai il n'y a pas d'équivoque. Donc ça existe dans les archives militaires de l'armée encore actuellement. Donc même si on peut être sceptique sur certaines archives, j'ai des exemples concrets où les archives sont trafiquées. Le summum, c'est l'évasion d'Henri Benjamin, mais il y a toute une série de falsifications des archives qui minimisent complètement les faits. Mais là, moi j'ai consulté, j'ai la copie du plan que j'ai du positionnement de ce commando, et que Macron oublie cet aspect fondamental dans cette manifestation, c'est aberrant. Il évoque aussi dans ce même discours le 5 juillet 1962 à Oran, il oublie encore complètement le rôle de l'OAS dans ce domaine. Et je vais aller dire presque le pire, c'est qu'il y a 3-4 mois, ils ont donné le plus haut grade de la Légion d'honneur à un ex-capitaine de la Légion étrangère, Joseph Estou, qui a été un des membres du commando du putsch, qui a participé au putsch. C'est un capitaine de la Légion étrangère, et il a participé au putsch d'avril 1961. Il a été condamné pour ça, et aujourd'hui on lui remet le plus haut grade de la Légion d'honneur. C'est quand même pas pareil. Pas des gestes anodins qui montrent bien une forme de réhabilitation très officielle de la part de l'Élysée, de l'OAS, alors que l'OAS a quand même commis tous ces crimes et tous ces attentats, dont deux attentats contre le président de la République lui-même, et une tentative de putsch pour remettre en cause la République française. Et donc vouloir la réhabiliter, c'est quand même quelque chose d'important. D'autant plus qu'il y a plein d'autres points de ce conflit franco-algérien qui sont toujours pas réglés, qu'on n'a toujours pas évoqués. Ouais. Ben non, j'évoquais ça. Et Macron a condamné l'utilisation du gaz en Syrie. La France a utilisé le gaz VX sarin, y compris pendant la guerre d'Algérie. Déjà les enfumades avant, pendant la colonisation, qui sont un peu de la même chose, mais pas tout à fait, mais l'utilisation des gaz VX sarin pendant la guerre d'Algérie. Et par rapport à cette utilisation du napalm, j'ai eu un témoignage très fort. J'ai participé à un débat à Angers où j'avais été sollicité et où j'évoque justement le napalm. Et dans la salle, il y a un ancien d'Algérie qui dit c'est de la connerie, ça n'a jamais existé, ça n'a pas été utilisé. Un autre qui était connu aussi comme adhérent de l'ARAC, il intervient, il dit moi j'étais aviateur à l'époque. On avait mission de partir tous les jours avec 10 bombes en napalm pour les larguer. On l'a fait la première fois, les 10, on les a fait tomber, comme on nous avait demandé. Et le lendemain, en rentrant, on a décidé de couper 9 fils sur 10 et de laisser qu'une bombe qui va exploser et de la larguer là où on pensait qu'il n'y avait personne. Et c'est vraiment comment ça pouvait être utilisé massivement, quoi. On sortira un jour. Pardon, oui. Et c'est pas évoqué, ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. C'est toujours l'essentiel de la responsabilité de la France dans ce domaine n'est toujours pas reconnu. Bon, il y a eu le cessez-le-feu, mais il n'y a toujours pas un traité de paix. C'est aussi un des motifs qui font qu'en Algérie, il y a une difficulté pour un certain nombre d'Algériens
que l'esprit anti-français oui. reste... Un fort ressentiment, oui. L'ouverture, l'accès aux archives élargies vous semble un pas important, incontournable dans cette... Le problème, c'est qu'il y a plein d'archives qui sont moins accessibles aujourd'hui qu'elles étaient. C'est pas sûr qu'aujourd'hui, je pourrais reconsulter les archives que j'ai consultées il y a 15 ans maintenant, quoi. C'est pas sûr. Il y a une fermeture, malgré les propos de dire que les archives sont plus ouvertes, mais en plus, il y a des falsifications des archives. J'évoquais le problème de la ratonnade que le général Schmitt, puisque j'ai évoqué cette ratonnade dans les témoignages, et que le général Schmitt m'a fait un procès à ce sujet, pour avoir exagéré, etc., sur ces questions. J'ai consulté les archives sur cette question. J'ai trouvé 2 documents dans les archives, qui sont pas un document manuscrit, un document tapé à la machine, puisqu'à l'époque c'était pas informatisé, les 2 ne sont pas identiques. Il y en a un qui évoque 2 morts, l'autre qui en évoque 4, et le nombre des blessés est d'une dizaine dans un, d'une petite centaine dans l'autre. Ça fait une différence. Hein. Ça fait déjà une différence non négligeable. Et quand vient le procès de Schmitt, celui qui était capitaine à l'époque, qui rédigeait ces documents-là, n'a pas regardé ce qu'il avait écrit à ce moment-là. Il témoigne sur un document pour le général Schmitt. Il dit que c'est que quelques dizaines de morts, quelques dizaines, donc c'est 10 fois plus que ce qu'il avait mis dans le truc, et que quelques centaines de blessés alors qu'il n'y en avait que quelques dizaines avant. Donc c'est 10 fois plus dans ce qu'il met, en pensant minimiser ce que j'annonçais moi. Donc on voit comment les archives militaires elles peuvent être regardées, mais avec précaution, parce qu'il y a des écarts importants. C'est une discussion que j'ai eue avec Sylvie Thénault là-dessus, qui a été surprise, parce que pour elle, au départ, tant qu'on n'avait pas discuté, on n'avait pas connaissance forcément de tous ces écarts-là, elle prenait les archives militaires qu'elle avait pu consulter comme exactes, etc. Vous avez conscience quand même, M. Pouillot, que vous êtes un témoin vivant de ces événements, et que après vous, est-ce que, il y aura plus de, on pourra raconter un peu ce qu'on veut aux jeunes générations? Plus ou moins, parce qu'il y a quand même des traces de tous ces témoignages qui ont été faits, quoi. Et il reste quand même, je prends l'exemple de la Villa Susini, les cellules ont disparu, mais on voit encore les traces en sous-sol, on voit les traces des cellules qui restent encore là-dessus. Il y a quand même tous ces témoignages, il y a quand même beaucoup de témoignages concrets qui resteront. Et puis, les villages rasés à la Palme, il y a ce village de Zaatcha, il est concret. Ils ont fait un musée très rudimentaire, mais qui donne, où on voit quand même des avions, des restes d'avions abattus, on voit des bombes napalm qui n'ont pas explosé, des éclats, etc., qui restent sur place, toutes les munitions qu'ils ont relevées sur place, etc. Donc il y a quand même des traces concrètes qui... On espère que les relations franco-algériennes prendront le même chemin que les relations franco-allemandes. D'autant plus qu'il y a un aspect complémentaire, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont des membres de chaque côté de la Méditerranée, aussi bien des familles qui vivent en Algérie que des familles en France, en métropole française, et l'inverse. Donc je crois que ces liens nécessitent obligatoirement des relations d'une autre nature. En passant peut-être par une repentance des autorités françaises? Je pense que le mot repentance n'est pas juste. C'est une reconnaissance et une condamnation des crimes qui ont été commis. C'est la reconnaissance et la condamnation qui sont nécessaires. C'est pas une repentance, ça veut dire qu'à la limite, on a fait une bêtise, mais tant pis, c'est passé, il ne faut plus en parler, quoi.
Alors qu'une reconnaissance et une condamnation, c'est un autre aspect, quoi. Ça aurait été le combat de votre vie, hein, Monsieur Pouillot. C'est un de ceux, oui. Mais avec tous les aspects liés au colonialisme, quand même, qui sont une des causes dans ce domaine, quoi. Promis, ma dernière question. Vous avez quand même des liens avec l'Algérie. Vous y étiez il y a quelques années encore. Votre dernier voyage remonte à 2004 ou vous êtes retourné depuis? La dernière, c'est 2014. 2014, pardon. Et vos liens avec l'Algérie ou la population algérienne? Ben, j'ai des liens avec beaucoup d'amis sur Facebook qui sont en Algérie. J'ai des liens très, très proches avec Lusette Aguilaris, avec sa fille en particulier, et deux petits enfants de sa fille, de ses petits enfants qui vivent en France actuellement. Enfin, quoi, les jeunes, j'ai peu d'écho avec depuis un moment. Mais... Et on disait, en début d'interview, je vous présentais comme militant, vous activez dans pas mal d'associations. Régulièrement, vous interveniez pour justement porter devant le plus grand nombre votre expérience, votre vécu. Pas que mon expérience vécue, mais la nécessité de la reconnaissance de ce qu'a été la colonisation, de ce qu'a été cette guerre d'Algérie, et cette guerre de libération d'Algérie, et ce qu'il faudrait faire rapidement, quoi. S'il fallait conclure cette interview en un conseil pour les jeunes générations auxquelles on s'adresse, entre autres, c'est documentez-vous, allez chercher l'information, que ce soit ici ou de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. Oui, et puis obtenir un traité d'amitié franco-algérien. C'est possible? J'espère bien. She's